Bienvenue sur Congo Asika 1 TV. Et pour les internautes, congoasika1.com dans le décodeur Orao Télécom. 55 pour l'Afrique et l'Europe, et 65 pour la Scandinavie, et 93 pour les États-Unis et le Canada. Merci d'être branché sur Congo Asika 1 TV. Je vous invite à présent à suivre l'émission Le Temps de la Fin avec Dr Philippe Kisoto. Merci. On n'a pas suffisamment expliqué au peuple les méandres par lesquels l'argent de l'UDPS transite. Nous sommes traqués de partout. Vous savez, il va au dialogue. Il va au dialogue. Les prisonniers politiques sont toujours là. Les massacres continuent. Et il ne s'est pas même encore expliqué sur les charniers des... Non, dans le rapport que vous avez... Je vous ai dit que je suis membre de l'UDPS. Mais d'accord, quels sont vos rapports avec M. Félix Tshisekedi? Ça doit être très clair. Okay, ça doit être à Maman Marthe et à la famille. Sur ce point-là, sur ce problème-là de l'argent. Sur ce problème-là de l'argent. Et maman, on me demande de m'adresser à vous. La séparation ou la division de l'UDPS, ça sépare et ça divise la population congolaise qui vous ont sous position. Je réponds tout de suite. Ceux qui l'entourent actuellement. Donc ce n'est pas M. Tshisekedi qui décide. Non, ce sont eux qui lui ont... Vous êtes les leaders. Soyez un leader de progrès. Il ne m'a pas démis jusqu'aujourd'hui de mes fonctions. Je suis toujours le coordonnateur principal du bureau d'études, expertise et stratégie de l'UDPS. Il faut que le président nous explique si c'est en toute lucidité, en âme et conscience, que les statuts ont été falsifiés. Bonjour, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous salue. Aujourd'hui, dans notre émission du Temps de la Fin, je reçois un grand homme politique, un grand homme congolais, un grand monsieur qui répond au nom de Dr Mpwila, qui est tout juste à ma droite. Bonjour Dr Mpwila. Bonjour. Oui, Dr Mpwila, vous nous avez fait un honneur vraiment de répondre à notre invitation. Comment allez-vous? Je me porte bien, mais c'est vous qui me faites l'honneur. C'est vous qui me faites l'honneur puisque grâce à vous, grâce au travail que vous êtes en train de faire en tant que compatriote, dévoué pour la cause nationale, grâce à vous, ce que j'ai intériorisé comme valeur, comme idéaux, comme vision dans mon parcours, ça sera connu de l'opinion. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est vous qui me faites l'honneur. Merci, c'est rare, chers téléspectateurs, qu'un homme aussi talentueux que M. Mpwila, ici à ma droite, puisse reconnaître ça à la télé. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dr Mpwila, est-ce que brièvement, dans moins d'une minute, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous réellement? Bon, la première chose, je suis congolais, de père et de mère. De la province du Kassa oriental. Mais je suis connu beaucoup plus en tant que médecin et combattant de la liberté. J'ai dû à un moment donné dans ma vie faire un choix très difficile. Après avoir terminé mes études de médecine générale à Kinshasa, avec distinction et retenu comme professeur assistant à la faculté de médecine de Kinshasa, j'ai dû suivre les pas de mon père dans l'engagement politique pour contribuer à la libération de mon pays, de notre peuple.
Et c'était... À quelle époque ça? En 1974 déjà, quand je suis arrivé à l'université, j'étais le délégué des étudiants Balouba par rapport à tous les responsables politiques Balouba qui étaient dans des institutions. Là, vous considérez déjà que le peuple congolais n'était pas libre? Non, non, mon combat a commencé depuis le régime de Mobutu sur le campus de Kinshasa en 1974. Il y a des témoins, puisqu'il y en a qui pensent que j'ai commencé le combat seulement en 1980 ou quand je suis arrivé ici en Belgique, mais il y a des témoins qui sont encore vivants au Congo comme ici. Donc j'ai commencé mon combat là-bas avec les étudiants. Grâce ou à cause de nous, Mobutu a dû fermer l'université 2 fois, en 1980 et en 1981. Alors quand l'UDPS est né, en tant que mouvement d'opposition politique démocratique, le 31 décembre 1980, ce même jour-là, comme j'étais déjà en contact avec les partenaires, les parlementaires, en tant que délégué des étudiants Balouba, donc j'étais en contact avec tous ces parlementaires-là. Donc vous ne faites pas partie des fondateurs de l'UDPS? Si. Non, pas des 13 parlementaires, mais fondateurs de l'UDPS, oui. Pourquoi? Puisque là, c'était un mouvement d'opposition démocratique. Grâce à la lettre du 1er novembre 1980, rédigée par les 13 parlementaires. Mais moi, j'ai supervisé le fait de stenciler cette lettre-là sur le campus. Et superviser même la diffusion de toute cette lettre-là dans les milieux étudiantins, dans les milieux des professeurs et même dans les ambassades, etc. Et j'ai fondé l'UDPS sur le campus, à l'université même. Comme c'était difficile à la citer, entre 1980 et 1985, je suis venu ici en 1980, il y avait une répression. Vous êtes venu en Belgique en 1980? Oui, il y avait une répression impitoyable à la cité. Mon bureau à la faculté de médecine, parce que j'ai terminé en 1982, j'ai transformé mon bureau comme professeur assistant dans une salle de réunion pour les membres de l'UDPS qui venaient de la cité et qui venaient se réunir là-bas. Et donc, on m'a même sollicité pour faire partie du premier secrétariat national de l'UDPS, secrétariat dans lequel le président Étienne Tshisekedi était à l'organisation. Et j'ai refusé, puisque pour 2 raisons. Je ne lutte pas pour les postes. Vous allez le voir tout au long de mon parcours. Moi, je lutte pour le triomphe des idéaux, des valeurs, de la cause que je considère comme noble et juste. Et deuxième raison, c'est que j'étais sûr que j'aurais une bourse d'études pour venir ici à l'étranger. Et c'est comme ça que je n'ai pas fait partie du premier secrétariat national au département médical. J'ai renoncé à ce poste-là. Mais c'est moi qui ai fondé l'UDPS sur le campus, toutes les cellules dans les facultés, organisées l'UDPS sur le campus, c'est moi. Voilà, donc ça c'est l'histoire de M. Mpula, le docteur Mpula avec l'UDPS. Quel est l'état de santé actuel de l'UDPS, M. Mpula? Parce que on est censé de comprendre que vous ne faites plus partie de l'UDPS, ça c'est déjà médiatisé. Quel est l'état de santé de l'UDPS actuel selon vous? Quelle lecture faites-vous de l'UDPS actuellement? D'abord, c'est faux de dire que je ne fais pas partie de l'UDPS. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus membre de l'UDPS que moi. Ah bon? Il n'y en a pas. Je peux vous donner
D'abord, vous avez vu à quel moment moi je suis devenu membre de l'UDPS. Oui, oui. Le 31 décembre 1980. Depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trahi. Et je n'ai fait qu'intérioriser, métaboliser chaque jour davantage. Vous n'avez jamais trahi quoi? L'UDPS ou une personne? La vision de l'UDPS. Les valeurs. Parce qu'il faut bien préciser pour ceux qui nous suivent. Parce que quand vous dites vous n'avez jamais trahi. Je n'ai jamais trahi la vision, les valeurs, les idéaux, les textes statutaires et et réglementaires de l'UDPS. Je n'ai jamais trahi ça. Mais on peut avoir des différences de point de vue au sein de l'UDPS, c'est même normal. Mais je suis totalement membre de l'UDPS. Je suis totalement membre de l'UDPS et personne ne peut se dire plus membre de l'UDPS que moi. Mais c'est étonnant pour ceux qui nous suivent parce que selon ce que nous connaissons, bon, là je me dis, c'est une nouvelle version qu'on a, que les téléspectateurs et la population doivent entendre de vous-même. Quand vous dites que vous n'avez jamais trahi l'UDPS, dans le média, on voit d'autres personnes sortir et dire, vous traitez de traître, par exemple, par rapport à l'UDPS et à sa vision. Que dites-vous de ça? C'est plus facile. Il faut organiser un débat entre moi et ces gens-là devant l'opinion. Que ces gens-là démontrent que moi, j'ai trahi la vision, les idéaux, les valeurs, les textes statutaires et réglementaires de l'UDPS, et que je me suis même auto-exclu de l'UDPS. C'était mon consacré dans le parti. Qu'il démontre devant l'opinion. Mais par contre, moi, j'ai des craintes très sérieuses sur notre parti. L'état actuel, je pense qu'on va en parler, l'état actuel de ce parti qui est la force motrice, le catalyseur du changement démocratique, l'âme dans laquelle tout le peuple congolais a placé ses espoirs. Quand je vois l'état actuel de mon parti, la discrépance, donc le déphasage entre le leadership et la base du parti, et le désordre qu'il y a, la façon même... Excusez-moi de vous interrompre, c'est quoi la différence entre le leadership et la base du parti? Donc, que voulez-vous dire par là? Qui visez-vous, qui pointez-vous de doigt, le leadership et la base? Expliquez un peu. Je veux dire ceci, la base de l'UDPS, c'est le peuple de l'UDPS. Pas les membres? C'est les membres de l'UDPS, c'est ça la base de l'UDPS. Et dans cette base, vous avez tout ce qu'il y a comme les cellules, les sections, les fédérations, auxquelles d'ailleurs je suis connecté grâce à l'Internet. Notre bureau d'études, d'expertise et stratégie, donc le bureau dont je suis le coordonnateur principal, est connecté à toutes les cellules, toutes les sections, toutes les fédérations de l'UDPS au Congo comme ici, les 63 fédérations, 45 au pays, 18 ici donc ça c'est la base. L'étranger. Oui, et le leadership? Le leadership, maintenant, c'est la direction politique. La direction politique, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de la présidence du parti. La présidence du parti, selon les derniers congrès du parti, le congrès du parti qui s'est tenu du 10 au 14 décembre 2010 à Kinshasa, la présidence du parti est assurée par le président du parti, Étienne Tshisekedi, et l'exécutif. L'exécutif, c'est-à-dire le secrétaire général du parti, M. Bruno Mavungu, et tous les... En 2010 depuis 2010, on a mis ensemble... C'était pas M. Jacquemaine Chabani à l'époque? Non, je vous parle de transformation, la modernisation du parti à partir du congrès.
Au début, avant 2010, la présidence du parti, le président était même appelé le président national. Le secrétariat national était à part, dirigé par le secrétaire général. Mais depuis le congrès, on parle de la présidence du parti. Et dans la présidence, on a renforcé en fait l'exécutif. Vous avez maintenant le président du parti. Ce n'est plus le président national, le président du parti, c'est M. Etienne Tshisekedi. Et vous avez le secrétaire général et tous les secrétaires nationaux responsables des différents départements. Il y a vraiment un déphasage. Il y a une discrépance entre la direction politique et la base. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi, selon vous, M. Mpula? Ce n'est pas dû à la base. Personnellement, je suis membre du bureau d'études. Je vous ai dit que je suis le coordonnateur principal du bureau d'études, expertise et stratégie. Et nous sommes les gardiens du temple. Et je vous fais une étude tout à fait objective. Le problème se situe plutôt au niveau du leadership, plutôt qu'au niveau de la base. La base de l'UDPS a toujours été présente, a toujours répondu aux appels, à des cotisations, à l'achat des cartes, à la mobilisation. Donc l'UDPS a beaucoup d'argent. Excusez-moi, c'est entre guillemets. Mais aussi beaucoup de préoccupations. Et tous les membres, nous sommes des bénévoles, des volontaires. Donc, toute la base de l'UDPS a toujours répondu à cela. Je peux vous donner deux petits exemples. Au niveau du pays, j'étais un jour étonné qu'un compatriote m'appelle de la forêt de Tchela, dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo, oui. Il me dit, docteur, continuez à nous envoyer toujours des documents. J'ai fait 50 km pour arriver là où il y a un cybercafé afin de pouvoir imprimer vos documents et les distribuer dans la... Quel document? Les documents sur le parti, sur le combat, notre combat. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, c'est à Moueka. À Moueka, le président de l'UDPS Moueka m'a contacté aussi pour me dire que lui aussi fait ce travail-là sur une étendue d'à peu près 50 km pour le même travail. À Ouvira, ils m'ont contacté aussi pour me demander si je ne pouvais pas acheter ici, avoir des maillots, des jeunes, etc. et envoyer. Donc ça a été fait à partir de l'Institut Saint-Michel ici. J'ai pu avoir des maillots, j'ai envoyé là-bas, j'ai envoyé aussi à Moueka. Ils ont même mis en place une fondation qu'ils appellent la Fondation Dr Mpula. Et donc, en fait, je donne ces exemples-là pour vous dire que c'est donc ça, vous l'avez fait à votre compte personnel, pas au nom de l'UDPS. Non, moi-même, j'ai contacté personnellement. J'ai contacté l'Institut Saint-Michel. La fondation, on l'a nommée. Oui. Pourquoi? Puisque c'est beaucoup plus mes documents qu'ils reçoivent et des réunions qu'ils tiennent là-bas, des assemblées. C'est suite aux documents qu'ils reçoivent de moi. Même à Kinshasa, il y a des fédérations qui se réunissent sur base des documents publiés par d'abord au bureau des représentations où nous étions et maintenant au niveau du bureau d'études. Ils se réunissent pour analyser ces documents-là. Bon, pour gagner un peu du temps, M. Mpula et M. Tshisekedi, soutien ou rejet? Voilà, je voudrais répondre comme ceci. M. Tshisekedi est toujours le président du parti.
Mais il y a des choses dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo, oui. Il me dit, docteur, continuez à nous envoyer toujours des documents. J'ai fait 50 km pour arriver là où il y a un cybercafé afin de pouvoir imprimer vos documents et les distribuer dans la... Quel document les documents sur le parti, ouais. Sur le combat, notre combat. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, c'est à Moueka. À Moueka, le président de l'UDPS Moueka m'a contacté aussi pour me dire que lui aussi fait ce travail-là sur une étendue d'à peu près 50 km pour le même travail. À Ouvira, ils m'ont contacté aussi pour me demander si je ne pouvais pas acheter ici, avoir des maillots, des jeunes, etc. et envoyer. Donc ça a été fait à partir de l'Institut Saint-Michel ici. J'ai pu avoir des maillots, j'ai envoyé là-bas, j'ai envoyé aussi à Moueka. Ils ont même mis en place une fondation qu'ils appellent la Fondation Dr Mpuila. Et donc, en fait, je donne ces exemples-là pour vous dire que ce qui se passe... Vous l'avez fait à votre compte personnel, pas au nom de l'UDPS. Non, moi-même, j'ai contacté personnellement. J'ai contacté l'Institut Saint-Michel. La fondation, on l'a nommée. Ah oui, oui. Pourquoi? Puisque c'est beaucoup plus mes documents qu'ils reçoivent et des réunions qu'ils tiennent là-bas, des assemblées. C'est suite aux documents qu'ils reçoivent de moi. Même à Kinshasa, il y a des fédérations qui se réunissent sur base des documents publiés par d'abord au bureau des représentations où nous étions et maintenant au niveau du bureau d'études. Ils se réunissent pour analyser ces documents-là. Bon, pour gagner un peu du temps, M. Mpuila et M. Tshisekedi, soutien ou rejet? Voilà, je voudrais répondre comme ceci. M. Etienne Tshisekedi est toujours le président du parti. Oui. Mais il y a des choses que nous demandons à M. Etienne Tshisekedi. Et il ne peut pas se dérober. M. Etienne Tshisekedi, il a la lourde responsabilité d'avoir été élu au suffrage universel sur toute l'étendue du Congo. Pour la première fois, lui a été élu au suffrage universel président du Congo. Et en même temps, il est le président de la plus grande force politique de progrès. Il a le devoir, et ça se trouve même dans les statuts, de bien organiser le leadership du parti et d'être tout le temps à l'écoute de la base du parti, de tous les cadres du parti, de tous les responsables politiques du parti. Il a ce devoir et il a le devoir, comme nous tous, de respecter les résolutions du Congrès et les résolutions et les statuts, les textes du parti. Puisque c'est ça notre constitution. Exactement. Si nous disons que nous luttons pour l'instauration d'un état de droit démocratique au Congo, et nous falsifions aujourd'hui, par exemple, notre constitution du parti. Donc là, vous accusez M. Tshisekedi de falsifier le document ou quoi? Parce que quand vous dites qu'il ne doit pas se dérober et vous arrivez à ce point, c'est comme si vous l'accusez de falsifier quelque chose. Les statuts légaux, tout comme les statuts falsifiés, portent sa signature. M. Tshisekedi doit nous expliquer pourquoi. Comment ça? Mais vous comprenez? Je comprends, M. Mpuila, je comprends, mais j'ai beaucoup de respect pour vous en tant que docteur, médecin, un intellectuel confirmé, et pour M. Etienne Tshisekedi aussi. Donc, mais vous contestez la signature d'un docteur en droit
qui n'est pas votre domaine, qui signe un document et vous dites qu'il a falsifié. Non, il y a une confusion. Je ne conteste pas la signature. C'est ça, c'est réellement sa signature. Je connais la signature d'Étienne Tshisekedi. Mais vous l'accusez de falsification. Non, j'ai dit ceci. Il doit s'expliquer, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il a signé les statuts falsifiés? Puisque selon les textes, seul le Congrès est habilité à approuver et à modifier les statuts du parti. Le président du parti exécute les résolutions du Congrès, entre autres. Vous me suivez? Donc les deux statuts, les statuts légaux, donc issus du Congrès, portent la signature du président. Monsieur Tshisekedi. Oui, et les statuts falsifiés en 2013, les statuts légaux c'était en 2010, les statuts falsifiés portent aussi sa signature. Alors, il faut que le président nous explique si c'est en toute lucidité, en âme et conscience, que, les statuts ont été falsifiés. Mais nous savons qu'on a trafiqué sa signature dans beaucoup de documents. Ah bon, donc c'est dans l'UDPS, c'est dans vos habitudes de vous rabaisser à ce niveau, nous qui vous considérons comme des intellectuels. Vous avez raison non seulement d'être perturbé, mais d'être choqué. Et à l'UDPS, nous sommes même très choqués, puisque Étienne Tshisekedi nous a appris la culture des textes, le respect des textes. Et c'est sur cela d'ailleurs que nous avons basé notre combat. Et le peuple a démontré ça, le 19, le 20 et le 21 janvier dernier. Vous étiez contre? Vous étiez contre, l'UDPS était contre que le peuple sort dans la rue. C'est ça justement encore une erreur. Pas l'UDPS, le bureau d'études ici avait publié directement un document intitulé « Tous dans la rue ». Tous dans la rue. Ah oui, si nous avons votre email, nous allons vous envoyer le document, vous allez voir. L'erreur c'est, et on vous comprend, l'erreur que vous faites, c'est d'identifier ce que fait la direction politique de l'UDPS à tout notre parti. Je sais que la direction politique vous représente. C'est normal que nous puissions considérer que c'est votre parti. Non, il y a des problèmes très sérieux. Je vous donne un exemple. Ce dernier cas-là, le porte-parole du parti, donc le secrétaire national à l'information, a publié vite un communiqué à Kinshasa, M. Joseph Kapika. Oui. Pour dire ceci, l'UDPS n'est pas concerné par ce qui se passe dans la rue. Oui. J'étais à Kinshasa à l'époque. Oui. Et nous, ici, nous avions déjà publié un document, puisque nous sommes en contact avec la base de l'UDPS à Kinshasa. Je vous surprends en vous disant que la réunion qui s'est tenue pour préparer cette manifestation-là, la manifestation du 19, 20 et 21, les membres, les cadres du parti qui avaient lu notre document avaient participé. Mais saviez-vous que la manifestation prendra 3 jours? Parce que vous dites vous êtes mis pour préparer la manifestation du 18, 19... le 19, le 20 et le 21. Est-ce que vous pouvez déjà... vous saviez que ça allait prendre 3 jours? Parce que moi, j'étais à Kinshasa, on ne savait même pas que ça prendrait 3 jours. Quand ça a commencé, personne ne pouvait se dire que demain, il y aura encore... Non, mais quand vous voyez que la population vous suit, la population est décidée, pas de révision constitutionnelle, pas de recensement. Vous préparez même le peuple par vos documents en disant si on touche à cela, il faut un soulèvement populaire. Etc. Et dès qu'il y a eu des remous, les premiers remous, nous avons vite publié un document. On va vous l'envoyer comme preuve. Okay, alors, et là, nous étions en discrépance, comme j'ai dit, en déphasage avec
avec la direction politique, qui a publié vite un communiqué anachronique. Ah, nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe dans la rue. Et vous savez ce qui s'est passé dans la rue? Oui. Le peuple a gagné une bataille au point. Au point. Exactement, oui. On a annulé la révision constitutionnelle, le recensement. Et ici, ce qui entoure actuellement M. Etienne Tshisekedi, c'est là où se trouve le problème maintenant. Ceux qui l'entourent ont publié vite un communiqué. Oui, oui, il faut manifester. Et les gens ne sont plus allés dans la rue. Oui. Le secrétaire général a publié un autre communiqué invitant la population à marcher le 26 janvier. La population ne l'a pas suivi, puisque la bataille avait déjà été gagnée. Donc il y a des problèmes au niveau de la direction politique. Je reviens maintenant à la question des falsifications et dis que le président nous explique, puisque nous savons qu'il y a certaines choses qui se sont passées derrière son dos au moment où il était malade. Ah, il est guéri maintenant. Bon, on nous dit qu'il est guéri. Moi, personnellement... Vous n'êtes plus en contact avec M. Etienne Tshisekedi? Non, la dernière fois que moi, j'ai parlé avec Etienne Tshisekedi, la dernière fois que j'ai été en contact avec lui, c'est au mois de février 2014. Il était encore à Kinshasa. Au mois de février 2014, ça fait plus d'une année. Oui, oui, il était à Kinshasa quand il devait partir aux États-Unis. Quand il devait partir aux États-Unis, il était invité là et il a annulé ça. Personnellement, je l'ai appelé. Il y en a qui n'y croient pas, mais qui lui demandent, hein, que M. Etienne Tshisekedi se rappelle qu'ils aillent lui demander, mais est-ce que le docteur vous a appelé pour vous dire, mais président, vous connaissez l'impact des États-Unis dans tout ce qui se passe au Congo. En 1960, vous savez que les Américains avaient pesé lourd dans tout ce qui s'est passé au Congo. Oui. En 1997, la même chose. Monsieur le Président, il faut partir aux États-Unis. Moi, je suis même prêt à vous accompagner. Et il m'a donné sa réponse. C'est depuis lors. Mais à ce moment-là, il n'était pas déjà bien portant et il était un peu isolé. Oui, oui. Bon, M. Mpula, vous êtes trop médiatisé ces derniers temps et on vous sent un peu aigri, vous mettez de l'huile sur le feu pendant que d'autres ont des solutions qui proposent, vous attaquer, vous contester, vous accuser, et d'autres ont des solutions. Il y a d'autres qui sont en train de proposer actuellement le dialogue, ils sont pour le dialogue. Et quelle est votre proposition par rapport à ce que la population peut attendre de vous? Êtes-vous pour le dialogue ou contre le dialogue? Sinon, vous avez quelque chose à proposer en dehors de ce que vous nous donnerez comme réponse? Je commence d'abord par ce qui est au début de votre phrase. Oui. Aigri. Aigri. Non, 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 non. On vous sent un peu comme si vous êtes vous avez la haine contre M. Etienne Tshisekedi. Non, 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 je voudrais vous dire plutôt ceci. Ou la famille de M. Etienne Tshisekedi. Je voudrais vous êtes Congolais. De père et de mère. Quel est ce Congolais, chers compatriotes, qui ne se sent pas humilié, frustré par la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Qui est à la tête de notre pays? Et regardez tous les paramètres vitaux qui sortent. La situation de notre pays est toujours au rouge. C'est très alarmant. Un pays qui est l'un des plus grands réservoirs de matières premières, d'énergie et d'eau au monde. Un pays qui est l'un des greniers de la terre. Le Congo, là, a plus de 120 millions d'hectares de terres arables capables de nourrir un tiers de la population mondiale. Et c'est même un des pays qui se trouve dans les 10 top pays de la méga biodiversité. Pour la richesse humaine, vous savez que la plus grande des richesses pour un pays, pour un peuple, c'est la richesse humaine. Exactement. Ah oui, et vous savez que nous avons plus de 250 ethnies.
au Congo. Il y en a qui payent des voyages pour aller voir d'autres cultures ailleurs. Tandis qu'au Congo, nous avons une société multiculturelle, multi-ethnique. Quelle richesse! Et pourquoi cela crée en vous la haine? Parce que vous avez dit, vous devez commencer par ça. Je suis comme beaucoup de Congolais, frustrés, humiliés de voir que nous sommes à la traîne. Nous sommes la risée. Nous ne sommes pas... Ça, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi cela peut créer en vous la haine contre ceux qui proposent déjà des solutions, par exemple? Je vais y arriver. Donc, ma réponse a deux volets. La première réponse est que s'il y a un Congolais qui n'est pas humilié, qui n'est pas frustré, alors ce n'est pas un Congolais. Les 1600 femmes qui sont violées par jour, les 45 000 morts par mois, leurs familles, les enfants qui étudient à l'Équateur là-bas, sous les manguiers, hein, les 10 000 fonctionnaires de la GECAMINE licenciés sans indemnité et qui voient cette société s'effondrer, le poumon du Congo, les fonctionnaires de l'AMIBA, etc. Nous sommes là, un pays qui est, je cite, ça c'est une phrase qui est dans le livre rédigé par les experts internationaux, Réforme au Congo, attente et désillusion. Ils disent que le Congo est ravagé par l'une des pires tragédies mondiales connues dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Qui peut être fier de ça? Quel Congolais? Nous sommes la risée du monde partout. Nous sommes des esclaves apatrides. Notre pays est en train de partir. Exactement, pour gagner un peu de temps, mais maintenant, la deuxième question. C'est moi-même qui ai la deuxième part de la partie. Oui. C'est moi-même qui ai donné ma démission au président Etienne Tshisekedi en tant que représentant. Donc vous êtes 2010. Démissionnaire de l'UDPS? Non. J'ai donné la démission après avoir fait 13 ans comme représentant de l'UDPS ici en Belgique. Oui. En 2010, je lui ai dit, Monsieur le Président, 13 ans, c'est beaucoup. De 1997 à 2010, c'est beaucoup. Il ne faut pas que je sois comme un arbre qui cache la forêt. Il faut que d'autres talents qui sont derrière puissent passer sur la première ligne pour mieux servir. Et c'est le président qui m'a remercié, il m'a félicité, il m'a nommé au bureau d'études. Et mon intention, ce n'était même pas d'être au bureau d'études de l'UDPS. C'était au centre d'études, expertise et stratégie pour tout le Congo. Mettre un peu toutes les matières grises, hein, donc ce qu'on appelle là thinking tank, le brain trust de notre pays, les mettre un peu ensemble, mettre leur expertise ensemble pour pouvoir réflexir sur les stratégies, etc. Et qu'est-ce que vous en empêchez? Non, Etienne Tshisekedi m'a dit d'être le coordonnateur principal au bureau d'études, expertise et stratégie de l'UDPS. Et c'est là où je suis jusqu'aujourd'hui. Il ne m'a pas démis jusqu'aujourd'hui de mes fonctions. Je suis toujours le coordonnateur principal du bureau d'études, expertise et stratégie de l'UDPS. Et en tant que responsable du bureau d'études, expertise et stratégie, je suis comme le gardien du temple. Je ne peux pas laisser le parti aller à la dérive. Je ne peux pas laisser des gens jouer avec les textes du parti. Je ne peux pas laisser ce fossé se creuser entre le... Je sais ce que c'est une force de progrès, une force démocratique. Il y a une osmose, une symbiose entre la direction politique et la base. Il y a aujourd'hui une cassure entre la direction politique et la base. Je ne peux pas rester indifférent. Et vous n'êtes pas arrivé au sein de l'UDPS à régler tous ces problèmes pour que ça soit médiatisé aujourd'hui à tel point que tout le monde sait et sent l'UDPS divisé, l'UDPS séparé, l'UDPS anéanti.
Non, non, deux raisons. Primo, nous avons tenté de régler ce problème à l'intérieur de l'UDPS. C'est le cadre le mieux approprié de régler ce problème, c'est la convocation d'un congrès extraordinaire. C'est depuis longtemps que nous avons... L'avez-vous fait? Non, ce congrès ne s'est pas tenu jusqu'à présent. Ça, c'est un. Deux, il y a eu certains membres qui ont commencé à publier des attaques, des injures, qui se sont placés sur un autre diapason. Hein, donc, des injures, ça ne fait pas partie de nous. Notre débat, c'est sur les idées, sur les valeurs, les idéaux. Et quand nous avons vu ça, qu'on était en train d'intoxiquer la population, hein, en nous diabolisant, en intoxiquant la population, puisque le projet de société de l'UDPS porte l'entête suivante, le peuple d'abord. Nous avons dit non, le peuple congolais a des explications à nous demander. Et nous avons des comptes à rendre au peuple. Finalement, informons l'opinion. C'est leur parti. Ceux qui ont voté pour Étienne Tshisekedi, le 28 novembre 2011, ce n'était pas seulement les membres de l'UDPS, c'est tout le peuple congolais. Et je suis encore même parmi ceux qui peuvent vous dire que partout où nous passons, ceux qui nous interpellent, ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'UDPS, ce ne sont pas seulement les membres de l'UDPS, ceux qui donnent même quelque chose. Docteur Sangonini, qu'on appartient à Bissau, et il n'est même pas membre de l'UDPS. Vous parlez avec lui, vous lui donnez des informations, avant même que vous... C'est ça, M. Mpula. Pardon, j'ajoute un détail. Avant même qu'on ne se sépare, vous le voyez, vous saluez, et vous sentez qu'il a glissé quelque chose dans votre main. Vous ne connaissez même pas cette dame-là, cette personne-là. Je prends Dieu à témoin pour dire ça. Et vous restez, vous dites, mais est-ce qu'il m'a passé une lettre ou quoi? La personne accélère et s'en va. Oui. Vous restez, vous ouvrez, vous croyez que c'est une lettre. Vous voyez qu'il vous a laissé 10 euros, 20 euros pour le combat. Tout justement en parlant d'argent, M. Mpula, il y a un problème d'argent dans la caisse de l'UDPS. Il y a eu une somme quelconque dont j'étais le montant qui a été viré au compte de Maman Marthe et qui crée le problème au sein du parti. Mon commentaire là-dessus. Oui, qu'en dites-vous de ça? Parce que c'est ce que tout le monde dit. On n'a pas suffisamment expliqué au peuple les méandres par lesquels l'argent de l'UDPS transite. Nous sommes traqués de partout. Vous savez que les comptes de l'UDPS sont dans certains pays fermés. À Kinshasa, au Congo. Vous savez qu'à Kinshasa, les commerçants qui aidaient l'UDPS, les financiers de l'UDPS, une fois qu'ils ont été découverts, ils ont été pillés. Ils ont perdu tous leurs biens. Tous leurs biens pour que le parti soit très pauvre. On vous suit. Parfois, vous êtes obligé de faire passer l'argent dans un compte quelconque, dans les mains d'un tel, etc. Le problème, ce n'est pas d'avoir versé l'argent dans le compte de Maman Marthe. Moi, je suis étonné de voir que cela soit devenu un problème. Nous, ici, nous avons fait passer de l'argent. Vous confirmez ça? Pardon. Vous confirmez ça? Non, c'est lui qui a versé l'argent. Oui. Monsieur Pierre Mbouyi, le représentant. Mbouyi, non seulement il a versé, mais il a même affirmé que c'était sous son initiative. Ce n'est même pas là le problème. Ce n'est même pas le problème. C'est puisque finalement le journaliste lui a posé la question, mais comment est-ce que cet argent a été utilisé? Et lui a dit non, moi je ne sais pas ça. Et c'est ça qui est devenu le problème. Donc là, je voudrais vous dire que les canaux par lesquels un parti qui est
suivis comme ça, hein, tuyautés comme ça, les canaux par lesquels nous faisons passer nos moyens, donc nos cotisations, les moyens de survie, les cotisations, ces moyens-là, nous devons faire preuve d'imagination pour faire passer cet argent par tous les moyens. Donc le problème n'est pas là. Et moi là, devant l'opinion, je répète ce que j'ai dit à une chaîne. Si cela a blessé maman Marthe, si cela a blessé la famille biologique d'Étienne Tshisekedi, ce problème-là d'argent, oui, je l'ai déjà dit, nous joignons toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Puisque ça a été interprété de plusieurs fois. Eh oui, les dires et les redits ne se disent pas toujours de la même façon. Pardon, nous joignons, et c'est du fond du cœur et nous prenons Dieu à témoin. Nous joignons toutes nos excuses et nous adressons ces excuses-là à maman Marthe et à la famille sur ce point-là, sur ce problème-là de l'argent. Sur ce problème-là de l'argent. Et maman, on me demande de m'adresser à vous. Vous savez le respect que j'ai de vous. Tout ce que vous avez enduré dans ce parti. Et vous savez ce que nous aussi nous avons enduré dans ce parti, ce que nous avons vécu ensemble. Mais dans une famille, maman, les enfants peuvent se chamailler, on peut se tromper, et on peut avoir des écarts de langage. Mais maman, vous êtes notre maman. Mettez-vous au-dessus de la mêlée, faites-nous des remarques, et vous savez que nous avons toujours été ouverts à des remarques. Faites-nous des remarques constructives, nous allons vous suivre et nous allons les appliquer sur ce problème-là. Vous êtes la maman de tout le monde. Voilà, donc là, c'est M. Mpouila, le docteur Mpouila, sur le plateau du temps de la fin de 6-1 TV, Congo Yasika 1 Télévision. M. Mpouila, séparation de l'IDPS, ça crée énormément de séparations un peu partout. La séparation ou la division de l'IDPS, ça sépare, ça divise la population congolaise qui vous ont soutenu, qui ont cette population qui a vraiment cru à l'UDPS pour le changement et le progrès social, comme l'intitule le nom de votre parti. Cette séparation a séparé les combattants. Donc nous avons maintenant trois tranches, moi j'ai dit, trois tranches de combattants. Parce qu'avant, il y avait les combattants dits de l'UDPS, qu'on appelait les combattants, les membres de l'UDPS, et les combattants de la diaspora. Donc je vois là les Esso, Boketu, le Rex Kazadi, le Odombo. Je vois un peu tout le monde. Oui, je vois un peu tout le monde sans faire de distinction. Mais aujourd'hui, je parle de trois combattants. Donc il y a les combattants de l'UDPS qui sont restés. D'ailleurs, l'UDPS, on dirait qu'il y a deux formes de combattants au sein même du parti. Et je parle de combattants de la diaspora qui sont maintenant divisés aussi. Il y a ceux qui sont pour M. Etienne Tshisekedi et il y a d'autres qui sont contre M. Etienne Tshisekedi. Vous voyez ce que vous avez créé au sein de la population et dans la communauté congolaise. Je voudrais vous dire d'abord ceci. Réellement, nous passons à une zone de turbulence. Et ce n'est pas fatal ça. Et ce n'est pas toujours mauvais. Ce n'est pas fatal, vous dites? Non. Est-ce que vous savez? C'est dangereux que vous, vous dites ça. Je vais vous donner un exemple. Oui. Au moment où Nelson Mandela est parti de l'Afrique du Sud pour venir chercher l'argent ici au niveau international, afin de commencer la lutte armée. Vous savez ce qui était arrivé à l'ANC? L'ANC était divisée. Il y avait le PAC, Pan-African Congress, et l'ANC, etc. Et c'est pour cela même que certains pays n'avaient pas voulu l'aider. Il y a eu quand même 3 pays qui l'ont aidé, etc. Et quand vous êtes dans un parti politique, des zones de turbulence peuvent être comme des moments de purification.
de traverser des déserts, n'est-ce pas, hein, pour que vous puissiez faire l'autocritique et reculer un peu et pour cette savoir... ça va jusque dans la population qui est apolitique. Non, il faut expliquer. Oui. Et c'est pour cela que le congrès du parti, ça c'est l'endroit où l'on peut régler tous ces problèmes ensemble. Et dans le congrès, ce sont toutes les fédérations qui viennent. Et puisque l'UDPS, c'est un parti... Comptez-vous le faire? C'est à quand les congrès en question? Comptez-vous le ça, faire? Est-ce que vous êtes encore le bienvenu? Non, c'est inévitable. Au sein de l'UDPS. Il y a le congrès ordinaire qui est prévu au mois de décembre. Mais il faut un congrès extraordinaire qui aurait dû déjà se tenir. Feriez-vous partie de ce congrès-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas d'être le bienvenu? Non, ce n'est même pas question que les gens soient d'accord, oui ou non. Regardez ici, vous suivez les débats à la télévision. Vous verrez toujours que là où il y a des hommes politiques qui débattent, on va toujours demander, mais vous êtes un expert. Qu'est-ce que vous pensez? Et sans fausse modestie ni complaisance, je peux vous dire que au niveau d'abord de l'idéal du parti, je suis l'un de ceux qui intériorisent, qui métabolisent mieux cette vision, ses valeurs, ses idéaux. Et au niveau même de l'histoire de l'UDPS, nous avons publié même un livre, l'UDPS face à la crise congolaise. Et je ne pense pas que les vrais membres de l'UDPS prennent la résolution de se passer de cette expertise au moment d'un congrès. Ils diront non, appelez le docteur et les membres du bureau d'études qu'ils viennent nous éclairer pour qu'on prenne des décisions politiques. Voilà, M. Mpula, pourrez-vous nous dire ou nous donner votre solution alors parce que vous contestez le dialogue? Pour le dialogue. D'abord, pourquoi est-ce que je le conteste? Oui. Je vais vous poser des questions, monsieur. Est-ce que nous avions fait le dialogue pour qu'il y ait l'indépendance, pour qu'on nous octroie l'indépendance? Est-ce qu'il y a eu le dialogue? Comment est-ce que les Congolais peuvent rester bloqués sur une voie monolithique comme cela et ils pensent que la seule voie de solution, c'est le dialogue? Est-ce que nous avons dialogué et avec qui pour avoir le dialogue? Il y a eu les soulèvements populaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une deuxième question. Est-ce que nous avions dialogué pour qu'il y ait la conférence nationale souveraine? Simon Kimbangu, il avait dialogué avec qui? Mais il y a des voies qui sont utilisées partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous le dis, au niveau du bureau d'études, nous avons étudié ce qui s'est passé dans les autres pays qui étaient les pays du tiers-monde, qui sont devenus maintenant les pays émergents. Le cas du Brésil, le cas de l'Afrique du Sud, notamment. Ce sont des pays aussi riches, si pas plus riches que le Congo. Aussi géostratégiques, si pas plus géostratégiques que le Congo. Qu'est-ce qui s'est passé que les hommes de progrès soient arrivés au pouvoir dans ces pays-là et soient restés au pouvoir et puis changer, et ces pays-là, comme le Brésil, se trouve aujourd'hui parmi les pays émergents et siège même au G8. Il faut mobiliser. Vous êtes les leaders. Soyez un leader de progrès. Ça, c'est la première condition. Avoir des leaders de progrès. Deuxième élément. Non, M. Etienne Tshisekedi répond à ces critères, selon vous? Pardon? Brièvement, en un mot, ou pas, si vous pouvez me répondre par oui ou non, M. Etienne Tshisekedi répond à ces critères, oui ou non? C'est un leader de progrès. Je peux vous le dire. La réponse est oui. Oui. Deuxième élément. Il ne faut pas seulement un seul leader dans une société. Il faut plusieurs leaders patriotes, démocrates, humanistes. Non seulement dans les partis politiques, mais même dans l'ensemble de la société. Les leaders religieux, les leaders syndicalistes, les leaders professeurs d'université, les leaders des mouvements féminins,
parmi les écrivains, les artistes, hein, les paysans, les notables, il faut plusieurs leaders. Un autre élément, que ces leaders forment des forces de progrès. Pas seulement l'UDPS, que nous apprenions, que nous constations réellement qu'il y a plusieurs partis politiques démocratiques forts. Et que nous constations que la société... L'UDPS est réputé de ne jamais vouloir accepter des alliances avec d'autres partis d'opposition. Non. Pardon, il ne faut pas généraliser ça. Et c'est même anachronique, incompréhensible. C'est même incompréhensible. Quand vous luttez pour une même cause, oui. D'ailleurs c'est même étonnant, vous voulez aller dialoguer avec un usurpateur, l'auteur du hold-up, et les autres forces démocratiques, les autres leaders, vous ne voulez pas dialoguer. Non seulement il faut dialoguer, il faut former même des alliances. Je suis de cela. Hein, il faut former des alliances. Donc, entre autres, c'est ce que vous reprochez à M. Etienne Tshisekedi. On vous a dit que M. Etienne Tshisekedi refuse de former des alliances avec les autres? Non, en tout ce que vous dites là. Non, je vous donne les conditions. Je suis contre le dialogue. Parce que si l'UDPS a accepté, donc c'est qu'ils vont à l'encontre de ce que vous dites. Non, je suis contre le dialogue. Je suis en train de vous dire pourquoi nous et c'est la majorité même des membres, des cadres, des responsables politiques, nous sommes contre le dialogue. Je suis en train de... La majorité, vous dites? Oui. Et je ne peux pas... Je suis quand même un homme sérieux. Je ne peux pas me retrouver devant l'opinion comme ça, nationale, internationale, et commencer à vous raconter des choses. Si vous ouvrez mon email, ma boîte email, vous suivez mes informations, les messages qui sont sur mon téléphone ici, qui viennent du pays, qui viennent des États-Unis, du Canada, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, d'un peu partout. Vous allez voir que tout le monde ne souhaite pas, ne veut pas de ce dialogue. Je vais vous expliquer. C'est un problème important. On est en train d'amener le peuple vers une voie qui ne va pas nous donner la solution. Voilà. Et quand vous avez maintenant toutes ces forces de progrès, mobilisez ces peuples-là, ces forces-là, mobilisez-les, exercez des pressions comme nous avions fait le 4 janvier 1959, comme nous avions fait depuis 1980 jusqu'en 1992 et jusqu'à obtenir la conférence nationale souveraine. Exercez des pressions contraignantes. Deux, ouvrez-vous aux partenaires extérieurs. Ouvrez-vous. Et au niveau des partenaires extérieurs, il y en a qui sont pour le triomphe des intérêts partagés. Il y en a, je vous parle en connaissance des causes. Liés. Faites ce qu'on appelle le network. Oui. Hein? Donc des réseaux d'information, d'action. Et ensemble avec eux, en synergie avec eux, vous allez renverser le rapport des forces sur le terrain. Oui, simplement. Je donne un petit... ce problème de dialogue... Oui, allez-y, on peut vraiment tellement... Maintenant, je vous dis ce que le dialogue a amené dans le monde. Hein. Exactement, oui. Je termine par là. Oui, vous avez déjà entendu parler du dialogue de Munich? Oui. Les accords de Munich. 29-30 septembre 1938. Hitler s'est agité exprès et il y a eu Édouard Daladier de la France, Neville Chamberlain de la Grande-Bretagne, Benito Museveni. Ah non, nous allons dialoguer pour calmer Hitler. Vous savez, Hitler a eu sa légitimité interne renforcée, oui, alors que la légitimité était déjà chancelante.
la légitimité interne renforcée, il s'est cru tout permis et il a violé ce dialogue, puisque quand vous ne partagez pas les mêmes références, les mêmes valeurs avec quelqu'un, vous ne pouvez pas dialoguer. Et Hitler, non seulement a occupé... Monsieur Poula, dans la même question, comment expliquez-vous que vous avez donné des éloges, vous faites des éloges à M. Tian Tshisekedi, et aujourd'hui, M. Tian Tshisekedi accepte les dialogues pendant que vous êtes contre, pendant que vous expliquez les causes, le pourquoi de votre position. Je vous réponds tout de suite. Ce qui l'entoure actuellement. Donc ce n'est pas M. Tian Tshisekedi qui décide. Non, non, ce sont eux qui lui ont... Et Tian Tshisekedi que vous voyez là, oui, c'est un homme extrêmement ouvert, un homme extrêmement intelligent. Moi, j'ai travaillé longtemps avec M. Tian Tshisekedi. Quand vous lui expliquez, si vous voulez lui imposer quelque chose, M. Tian Tshisekedi ne marchera pas. Vous voulez lui imposer par la force. Pardon, mais quand vous lui expliquez, avec des arguments, etc., hein, mais la qualité de ceux qui l'entourent, s'ils n'ont pas tous ces éléments dont je vous parle, s'ils sont limités, ils lui donnent seulement et lui, il gobe tout. Non, non, il ne gobe pas tout. C'est ce qu'on lui explique. C'est ce qu'on lui explique. Vous comprenez? Quand on lui explique, finalement, il s'engage dans cette voie-là. Et il n'y a aucun signe de bonne volonté, de volonté politique. Non, de la part même de celui avec qui il va au dialogue. Les prisonniers politiques sont toujours là. Les massacres continuent. Et il ne s'est pas même encore expliqué sur les charniers de Maluku, etc. Les charniers de Kimwenza, du Bas-Congo, du Bundudia Congo, etc. Les charniers à l'Est. Il ne sait jamais... Donc, M. Pila, sur la même suite d'idées, là, on sent un révolutionnaire à vous. Donc, une personne vraiment qui se révolte de beaucoup de choses, qui a de mépris, je dirais, placé. Voilà pourquoi on vous retrouve sur la tête du traité de Nice. Ah oui, oui. Voilà. Voilà. Et là, je vous explique. Oui. Je vous explique. Ce qu'on n'a pas expliqué à la population, oui. Et moi, je vous dirai quelque chose seulement. Je suis un responsable politique. Je ne vous révélerai jamais tous ceux, donc les responsables, que ce soit politiques, religieux, avec qui j'étais en contact au niveau du pays, tout comme au niveau international, ceux qui m'ont même encouragé. Je suis un homme responsable, j'assume ce que j'ai fait à Nice devant l'opinion. Donc, ça, c'est la première chose. À votre propre gré, vous-même. Par votre propre... Vous comprenez ce que je veux dire. Oui. J'assume la responsabilité de ça. Ça, c'est la première chose. Vous vous sacrifiez comme ça, M. Pila? Mais vous n'avez pas vu des hommes se sacrifier dans cette société-ci? Mais c'est étonnant même quand tout non, mais je continue. Non, mais je continue. Hein. Oui. Vous connaissez dans l'histoire d'Augusta, il y a des partis qui ont été sauvés puisqu'il y a eu des hommes qui ont accepté, de se sacrifier. Qui ont mis l'intérêt supérieur au-dessus de tout. Mais maintenant, je voudrais vous dire que le traité de Nice avait comme soubassement, comme fondement, pas les accords les accords comme les accords cadres d'Addis Abeba, qui sont des étapes sur le processus d'aggravation de la tragédie congolaise depuis les accords de l'Émirat. À Nice, le traité avait comme fondement ce que le peuple congolais lui-même avait décidé. Les résolutions de la CNS et le suffrage universel que le peuple avait donné à Étienne Tshisekedi le 28 novembre 2011. Ça, c'est un. Deux, le problème de Nice concernait les échanges win-win, gagnant-gagnant.
gagnant. Et beaucoup de nos compatriotes doivent sortir de la stratégie. Jusqu'au point de vendre une partie de notre terre. Je vais y arriver. Carrément, je vais y arriver. Mateba, je vais y arriver. En offrande ou en cadeau, je dirais. Je vais y arriver. Est-ce que vous connaissez le pourcentage des terres arables congolaises aujourd'hui qui sont cédées aux étrangers? Ah, mais ça aussi, c'est une... 50%. Ça, et je suis étonné de voir les ultra-patriotes. Al Gore, hein, Al Gore, c'est même un étranger qui s'est révolté contre ça. Et je vois tous les ultra-patriotes qui s'étaient émus lors du traité de Nice. Je vois tout le monde. Vous imaginez, 50%. Mateba, c'est 100 km². Bon, je vais continuer. Oui. C'est dans l'option win-win. Gagnant-gagnant. Bon, si vous savez ce que nous allons gagner là-bas, c'est ceci. D'abord, de pouvoir en place. Non seulement la destitution, un projet socio-économique, médical, que beaucoup de nos compatriotes ont considéré avec beaucoup d'admiration. Et le projet des infrastructures, un centre médical ultra moderne qui devait voir le jour sur l'île même de Mateba pour que les Congolais n'aillent plus jamais se faire soigner à l'étranger, mais qu'ils restent au Congo. Et puis, les infrastructures au niveau du Congo. Ça, c'est un élément. Un autre élément, vous l'appelez traité. Mais le traité n'est jamais quelque chose des individus, des citoyens. Ce sont les États. C'est les États qui les signent. Ça signifie que c'est que nous avions fait. Il y a une suite par rapport à ça, ou bien c'est déjà fini? Non, je termine pour y répondre. Non, je dis par rapport à ce traité de Nice. Il y a une suite ou bien le dossier est clos? Non. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous retranchez, peut-être vous avez une bonne suite de l'autre côté. Je vais y répondre. Regardez, les traités, ce sont les États. Les États qui signent des traités. C'est-à-dire qu'il y avait une démarche, un processus. Ce projet devait passer par le parti. Après l'approbation du parti, ce projet devait passer par le référendum populaire. Et moi, je devais être l'un de ceux qui devaient l'expliquer devant la population. Si la population est d'accord, oui ou non. Et c'est seulement à la fin, si le référendum populaire dit oui, alors en ce moment-là, vous l'appliquez. Si la population dit non, vous mettez ça de côté. Voilà. Donc, M. Mpouila, pour un peu gagner de temps, on va aller un peu plus vite parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Une question de curiosité. Aujourd'hui, on a tant entendu parler de M. Félix Tshisekedi qui parle au nom de l'UDPS dans un certain moment et qui fait parler de lui, qui fait couler beaucoup d'encre, M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous entretenez avec M. Félix Tshisekedi étant presque démissionnaire de l'UDPS? Qui ça, moi? Oui, étant presque démissionnaire, donc comme vous dites, vous êtes Ah non. Non, le rapport que vous avez... Je vous ai dit que je suis membre de l'UDPS. Mais d'accord, quels sont vos rapports avec M. Félix Tshisekedi? Ça doit être très clair. Okay, ça doit être clair. Donc, comme on dit chez nous, donc tout ce que vous dites par vous, ça ne peut que être confirmé et adopté parce que c'est vous qui le dites. Ah oui, j'ai ma carte de membre, je cotise, je fais partie d'une fédération, je suis à la tête d'un organe comme celui-ci, je n'ai jamais été destitué, etc. Et quels sont vos rapports avec Félix? De mon côté, il n'y a aucun problème. Je vais distinguer deux problèmes. Oui. De mon côté, il n'y a aucun problème avec n'importe quel autre membre de l'UDPS. Si nous avons la même vision,
les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, il n'y a aucun non, problème. Les rapports actuels, parce que vous avez maintenant des visions différentes. Mais maintenant, je dis, là où nous divergeons, il faut un débat. Il faut un débat devant les membres. Et ça, vous avez parlé du Congrès, mais les rapports actuels sont lesquels? Moi, je suis allé à une des conférences données par Félix, avant qu'il n'aille à Kinshasa. Je suis allé à sa conférence. Avant la proposition des dialogues. Non, avant. Bien avant encore. Ah oui, et quand il m'a vu, d'ailleurs, il est venu. Mais aujourd'hui, il y a un problème parce que lui, il soutient les dialogues. Non, moi je ne le soutiendrai pas sur ce point-là. Mais quels sont maintenant vos rapports personnels avec M. Félix Tshisekedi? Ce ne sont pas des rapports de personne à personne. Ici, nous sommes dans un parti politique, nous sommes engagés pour triompher. Je n'ai pas à présenter des émotions ou des sentiments personnels ou mon intérêt personnel. Là où moi je gaffe, j'accepte que les autres me fassent des remarques, me démontrent que je suis à côté. Là où il a gaffé, cette histoire du dialogue, je répète que je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est un. Je vais même plus loin. S'il y a des membres de l'UDPS qui trouvent que Félix Tshisekedi a un curriculum vitae, puisque je vous montre que je vais plus loin, qu'il a un curriculum vitae, un bilan de travail, qu'il a dans sa façon d'intérioriser la vision du parti, les idéaux du parti, que ça peut être leur leader, qui leur répond à des critères adéquats pour être leur leader. C'est leur choix. Mais au sein du parti, qu'on n'impose pas cela à tout le monde. Voilà, donc ça c'est votre réponse. Une toute dernière question. Quelle est la relation que vous entretenez? Entretenez-vous avec Albert Moleka, Jacques Men Chabani, Léon Mututu, M. Mbouyi? De très bonnes relations. Non seulement cela, ce sont des combattants de la liberté, des responsables, ceux qui ont assumé d'ailleurs des responsabilités à des moments très difficiles, au moment où certains qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, on ne les voyait même pas. Il faut admirer ça, il faut être juste, loyal, honnête. J'entretiens des relations avec toutes ces personnes que vous venez de citer, même avec d'autres, comme Lumbu Maloba, qui est à Kinshasa, comme Lusangangele, etc. J'entretiens de très bonnes relations avec eux et je suis l'un de ceux qui militent pour la formation de la grande famille, la reconstitution de la grande famille politique de l'UDPS selon le canal historique. Voilà, donc merci bien M. Mpoula d'avoir accepté de répondre à nos questions, aussi bien que ce soit pertinente ou pas. Donc veuillez excuser là où on n'a pas été à la hauteur. Donc merci de votre disponibilité. Avez-vous une dernière chose à dire à la population? Brièvement, une question que vous aimeriez qu'on vous pose, qu'on n'a pas posée. Brièvement, 30 secondes, un mot de la fin comme on dit. Non, c'est que moi je voudrais dire, d'abord, il faut commencer par balayer sa propre maison. J'interpelle le président Etienne Tshisekedi, tous les membres, tous les cadres de l'UDPS, pour qu'on organise le plus rapidement possible le congrès extraordinaire du parti. Que le parti redevienne fort. Et c'est à partir de cela que le parti peut mobiliser mieux encore la population, lier des alliances avec les autres forces démocratiques et devenir plus crédible par rapport à nos partenaires et arriver à son idéal. Ça, c'est la première chose. Le congrès extraordinaire du parti. Deuxième élément, je demande aux Congolais de continuer à avoir confiance, à placer leurs espoirs dans notre parti. Pourquoi? Puisque cette force démocratique, cette force de progrès a fait ses preuves. C'est la force démocratique qui a existé pendant plus de 33 ans, qui a survécu à tous les assauts,
meurtriers externes, internes, où vous trouvez des cadres du pays, des membres, des patriotes, des démocrates sûrs et déterminés pour amener le peuple vers le changement. Il faut continuer à compter sur l'UDPS, mais en même temps, il faut rester unis et aider ce parti à avancer. Pas entrer dans des commérages, dans des petits débats dans le sable ou dans la boue. Non, il faut vraiment aider notre parti à réussir, puisque, je termine par là, quand je dis que je suis jaloux de ma dignité, de ma liberté, de mes droits, je sais que ma dignité, mes libertés et mes droits seront garantis et bien protégés si les droits, les libertés et la dignité des autres sont respectés et garantis. Voilà, donc merci M. Mpouila, merci chers téléspectateurs, tous qui nous suivent de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi ma femme, la mère de mes 3 enfants.